Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue au podcast Les Bégayeux. Comment ça va, mon Jordan? Ça va très bien, très bien. Je suis content. L'ouvrage à la ferme, ça avance bien. Ça avance bien. On a eu du climat pas tellement évident, mais garde, on s'entend que en agriculture, on dépend beaucoup de Dame Nature. On peut pas faire grand-chose, donc on prend là ce qu'on a, on fait là avec. C'est ça. Là, ça faisait quelques épisodes qu'on était avec notre invité. Là, on est revenu Le duo. bon vieux duo Le ensemble. duo classique. On a de la jasette ensemble. Oh, fait que, c'est pas un stress pour ça me stresse pas pantoute. Puis là, enfin, Jordan s'est occupé de me trouver un fauteuil. Ouais, on avait une confortable, là. petite princesse de luxe, notre dernier épisode, qui chiolait que oh, la chaise, là, je l'aime pas trop. Moi, je l'ai, puis je suis très bien dessus. Bon, et voilà, parfait. Et voilà. On est heureux. Oui. Fait que là, ça va être un épisode plus pour Jordan aujourd'hui sur l'autonomie alimentaire, Oui. un sujet qu'il voulait parler depuis longtemps. Fait qu'on consacre cet épisode-là à ça. S'il y en a qui veulent en parler en commentaire, il n'y a pas de problème aussi, ça va nous faire plaisir. Fait que bienvenue à notre... On est quoi, c'est le 8e épisode, là? 8e, ouais, ma ça, moi, 8e, ouais. Ça avance Déjà. vite, ça avance vite quand même, hein? On vieillit. Non, c'est pas vrai. On commence à se dire, on va peut-être faire quelques épisodes pour voir, puis Ouais. finalement, ça a bien été. On aime a ça, puis ça va bien. Oui, puis ouais. tout, on s'améliore toujours d'épisode en épisode aussi, ce qui fait que plus qu'on en fait, plus qu'on trouve des meilleures idées, on set toujours mieux, puis tout va toujours plus facilement. Donc, créer du contenu devient encore plus facile. C'est ça, puis, mais on aimerait ça avoir un nouveau beg avec nous. Ça, Oui, ça nous ferait ça, on vraiment recherche plaisir. toujours activement, mais j'ai peut-être trouvé de mon côté. J'ai peut-être quelqu'un que je Ouais. connais que je pourrais faire venir là, pour les futurs épisodes à demander. Là. Parce que là, on va avoir les prochains épisodes, là, ça va être avec des professionnels aussi. Là. Oui, ça aussi, oui. ça, Il y va a être ça vraiment qui s'en cool, vient aussi. là. Il y a ça qui s'en vient On aussi. a hâte, on a des gros projets pour vous autres. Oh oui, certainement, vous serez pas déçus. Bon, fait qu'on commence ça. Oui. Jordan, pourquoi c'est important l'autonomie alimentaire? Oui. Bon, il y en a peut-être qui vont trouver que je radote un peu, mais je pense que ça vaut la peine que je le redise encore. Dans les épisodes précédents qu'on a fait, vous m'avez certainement entendu souvent dire que l'agriculture, c'est à la base d'une société. On s'entend qu'une société sans agriculture, c'est sûr que de nos jours, avec la mondialisation des marchés et tout, un pays sans agriculture pourrait quand même virer. Ça se ferait. Sauf que on s'entend que l'ensemble des aliments serait plus cher. Parce qu'il faut tout que tu fasses, il faut tout que tu importes. Puis en fonction de la fluctuation des prix, ben on s'entend que tu es directement touché. Parce que si tu n'as pas une production intérieure qui est à moindre coût que l'importation, bon, c'est pas toujours cette situation-là. Des fois, ça revient moins cher d'importer, mais là, on tombe vraiment dans une autre game, puis je m'embarque pas dans ça tout de suite, mais si on regarde globalement une société qui a une agriculture en santé et une agriculture prospère, nécessairement va pouvoir s'assurer de nourrir sa population. Peut-être pas en entièreté, parce que en fonction dans quel pays t'es, puis du climat que tu peux pas tout produire. Mais au moins, si t'es capable de produire les aliments que tu as la capacité de produire dans ton pays et à des coûts assez corrects, je crois que nécessairement, tu es capable d'avoir une société bien nourrie, en santé, puis qui ne se ruinera pas à acheter des aliments. Un exemple concret que je pourrais vous donner, avec la guerre qu'il y a eu en Ukraine. Oui. Il y a eu des répercussions. Oui, puis ça, je vais vous en parler tout de suite, là. On se cachera pas que l'Ukraine, c'est un territoire qui contient beaucoup de grandes plaines agricoles, et l'Ukraine produit quand même une part Je pense que c'est en Afrique, hein, c'est ça qui manque de... Oui, ben en fait, regarde, l'Ukraine produit beaucoup de blé, du tournesol, tout, plein de légumineuses. Et un des marchés principaux pour les grains ukrainiens, c'est l'Afrique et le Moyen-Orient.
Donc, lorsque la guerre a éclaté et que les ports étaient fermés, l'ensemble de tous les grains qui étaient stockés ne pouvaient pas quitter le port. Oh boy. Donc, tous les pays africains du Moyen-Orient qui étaient dépendants des grains ukrainiens, faute de pouvoir s'approvisionner en Ukraine, devaient s'approvisionner sur d'autres marchés mondiaux. Mais nécessairement que les coûts avaient augmenté, autant le prix du grain, mais aussi les coûts de transport. Parce que prendre l'Ukraine, puis pour se rendre en Afrique ou le Moyen-Orient, c'est quand même relativement proche. Mais c'est exemple, tu prends ces pays d'Afrique-là qu'il faut, exemple, qu'ils fassent venir du blé des États-Unis ou du blé du Canada. C'est un transport beaucoup plus long puis beaucoup plus coûteux. Donc, c'est ces populations-là qui payent pour. Non, c'est ça. Puis eux autres sont déjà quand même plus pauvres. Fait que c'est pour ça que l'Ukraine, c'était bon pour eux autres. Fait que là, ils sont dans la misère noire un peu, eux autres. Ben oui. Puis c'est des pays plus pauvres qui, faute de moyens financiers et de moyens techniques, n'ont pas nécessairement la possibilité d'investir en agriculture. Souvent, l'agriculture qui va se pratiquer dans ces pays-là, c'est une agriculture plus de subsistance qui nécessairement est souvent une agriculture plus ou moins rentable et qui apporte très peu de rendement. Donc souvent, ils en ont même pas assez pour justement nourrir leur propre population. Puis souvent, les produits agricoles qui en ressortent sont pas nécessairement de grande qualité non plus. Ce qui est triste, c'est que souvent les dirigeants de ces pays-là sont très, très, très riches, mais ils n'aident pas vraiment leur peuple c'est aussi. Ça. Là. Donc, on s'entend que, si on prend encore l'exemple des aliments, les meilleurs aliments, ils les gardent pour eux, puis toute la classe dirigeante, le monde riche, puis le restant de la nourriture de moins grande qualité, tout, ben, c'est ça. Le reste, ça s'en va tout au peuple, là. Comme si les humains étaient comme un bétail, là. Ben, quasiment. C'est triste. Ouais. C'est triste à dire, mais il y a encore des pays dans le monde que c'est ça, puis que des gens qui n'ont même pas accès à 3 repas par jour, justement parce que la nourriture est rare, puis sont à peine capables de la cultiver, autant par manque de moyens, d'équipement et le climat aussi. Ah oui. Donc, ces pays-là, s'ils étaient capables d'investir dans une agriculture, c'est sûr qu'il faut pas viser que ces pays-là, exemple, visent une agriculture, exemple, comme qu'est-ce qui se passe en Amérique du Nord, une grosse agriculture mécanisée avec des fermes de 2-3 000 acres, puis la grosse machinerie. C'est pas ça qu'on vise. Juste une agriculture avec un minimum d'équipement et de techniques plus adaptées et plus modernes, pour qu'au moins que les petites communautés puis les peuples dans ces pays-là puissent au moins se nourrir décemment. Mm-hmm. Puis quand je disais que l'agriculture est à la base d'une société, si les personnes de ces régions peuvent se nourrir décemment, ils vont être en meilleure santé et ils n'auront pas besoin de passer une grosse partie de leur argent ou de leur temps à se nourrir. Ils peuvent mettre du temps dans autre chose et petit à petit développer leur économie et développer leur pays et tranquillement pouvoir développer le pays. Peut-être pas nécessairement devenir un pays développé ou riche du jour où on l'en a, mais au moins sortir de la situation plus précaire dans laquelle ils sont. Mm-hmm. Oui. Donc, effectivement. Donc, c'est ça. Là, ensuite, toi, Joe. Oui. Après, qu'est-ce que je viens de dire là? Exemple, qu'on prend la situation du Québec. Toi, comment que tu vois ça? Exemple, quand tu vas faire ton épicerie puis que tu regardes un peu, les Allemands viennent d'où? Toi, où est-ce que tu penses que le Québec est rendu dans ce cheminement-là? Ben, moi, ce que je trouve triste, c'est que les prix les moins élevés sont des produits qui viennent des États-Unis. Oui. Fait que les Québécois, ben là, présentement, c'est difficile pour beaucoup de familles. Fait que malheureusement, ils aimeraient bien ça encourager Québécois, mais les prix sont trop élevés. Puis même moi, des fois, je le fais. Là, je vois un casseau de fraises du Québec, puis un casseau de fraises des États-Unis. L'exemple typique, il y a 3 piastres de différence. Oui, puis tu sais que maintenant, le casseau de fraises du Québec, depuis cette année, est passé de 1 litre à 750 millilitres.
pour le même prix. C'est sûr qu'il y en a qui vont charler « Ah, les producteurs de fraises s'en mettent plein les poches. » Mais moi, quand j'ai fait mon stage l'été passé, des producteurs de fraises, j'en ai su plein. Puis à l'ouvrage, puis à l'investissement qu'il y a dans la production de fraises. Il y a de l'ouvrage en arrière de ça, là. Le fait qu'il ait réduit le casseau de 1 litre à 750 ml pour le même prix, il mérite. Les producteurs de fraises, bien souvent, ça arrive kiff des fois. Là. Ah ouais, hein? Puis des fois, exemple, selon les périodes de l'été, des fois, exemple, quand le marché est inondé de fraises, des fois, ça arrive des fois qu'ils vendent quasiment leurs fraises là, à perte. Donc, il faut demander nécessairement qu'ils finissent par aller compenser à quelque part, là. Puis pour faire du chemin sur le fait que tu as dit tantôt que des fois, exemple, tu vas prendre exemple, un casseau de fraises du Québec versus un casseau de fraises qui vient de la Californie, puis que le casseau de fraises de la Californie est moins cher. Sais-tu pourquoi cette situation-là est là? Dans ma tête, c'est illogique parce que ça vient de plus loin, il y a plus de transport. C'est ça que je comprends pas. Ça, cette question-là, énormément de gens se posent la question, puis ça va me faire un plaisir d'y répondre parce que je crois qu'en prenant la peine de lui répondre, les gens vont comprendre cette réalité-là, puis vont peut-être finir par et tous dire que c'est pas les agriculteurs qui s'en mettent plein les poches, loin de là. Donc, pour commencer mon explication, je vais commencer par les coûts de production. Les coûts de production, une des manières de réduire ça, c'est de par le volume de production. Donc, plus que tu produis, plus que tu peux t'équiper, par exemple, de la grosse machinerie et du gros équipement. Donc, tu peux plus facilement venir rentabiliser tes équipements. Si je compare, exemple, une ferme du Québec, disons, prenons les fraises. Je pense que tant qu'avoir commencé à parler de fraises, continuons dans ça, puis c'est un aliment que tout le monde connaît. Je pense que les gens savent bien le prix. Oui, effectivement. On prend, exemple, une ferme maraîchère au Québec qui va produire de la fraise. La majorité des petites fermes maraîchères qui vont produire de la fraise, ça va être des petites fermes qui vont peut-être avoir, entre 5 et 10 acres de fraises. Puis tu vas voir certaines plus grosses fermes, comme exemple des fermes que j'ai suivies, qui avaient peut-être des 30, 40, 50 acres de fraises. J'ai même connu des fermes, moi, dans qu'est-ce que j'ai vu, qui pouvaient même atteindre 100 acres. Tu vas dans le coin de Montréal, il y a même des fermes qui ont encore plus grand. Nous autres, vu qu'on est habitués de voir des fermes de ce type-là, quand on regarde ça, on dit « Ah, c'est des grosses fermes, ils sont capables de dégager des profits puis de bien vivre. » Mais si tu vas en Californie, là, une ferme de 100 acres de fraises, c'est une binerie, c'est rien. Là. Okay, c'est une ferme de rien. Là. C'est vraiment géant. C'est du niaisage là-bas, 100 acres pour eux autres. Des fois, 100 acres, ça peut être, exemple, peut-être pas un champ, mais exemple, deux, trois champs regroupés ensemble. Là. Pour eux autres, 100 acres, c'est rien. OK, fait qu'ils ont plus de volume. Exactement. Donc, ayant plus de volume, ils viennent inonder les marchés. Puis c'est quasiment eux autres qui donnent le prix du marché. Puis étant donné que aussi, ils cultivent plus grand, sont capables d'avoir des équipements beaucoup plus gros, beaucoup plus adaptés, ce qui fait que sont capables... Ils sauvent du temps. C'est ça, puis sont capables plus facilement de venir rentabiliser leurs investissements, donc de baisser les prix. Puis là, tantôt, tu disais, ben là, pourquoi qu'ils nous vendent ça moins cher quand il y a le transport de la Californie? Il ne faut pas que tu oublies que dans le coût, exemple, du casseau de fraises, le transport est un pourcentage minimal du coût. Ah ouais, hein? On s'entend. Oui, c'est vrai que le prix du diesel a augmenté pendant le temps de la COVID. Tout c'est vrai que pendant le temps de la COVID, oui, le transport coûtait plus cher. Mais c'est pas tant lourd. Non. Puis ils remplissent des dry box de 53 pieds. On s'entend que notre dry box de 53 pieds, là, des petits casseaux de fraises, t'en rentres une méchante trolley, là. Ça, c'est sûr. Donc, si tu prends le coût de ton transport réparti sur, je sais pas, peut-être 10, 12, 15 000, je ne sais pas combien de casseaux de fraises qui rentrent dans une vanne, mais si tu prends ce coût de transport puis que tu le divises, disons, par 10 000 sur chaque casseau, ton transport, c'est des cents. Non, c'est ça. Donc, c'est ce qui fait en sorte que les grosses fermes des États-Unis sont capables de venir envahir notre marché puis de venir
apporter un produit qu'on pourrait dire équivalent à un moindre prix, mais tu n'auras pas la fraîcheur, exemple, Non, des fraises c'est du ça. Québec. Parce qu'on voit la différence au goût, là. Au goût aussi, Vraiment, justement. là, Justement, je me dis, oui, c'est sûr que quelqu'un qui, financièrement parlant, en arrache un peu, va peut-être plus acheter des fraises qui viennent de la Californie. C'est vrai. Je comprends. Si on regarde sur Le contexte en ce oui, moment, là. puis sur l'instant immédiat, là. Mais quelqu'un qui dirait, OK, je suis peut-être moins argenté, mais je vais quand même encourager les producteurs québécois. Si tout le monde se garde, je fais un certain effort. Ouais. Je le sais qu'on peut peut-être pas le faire à chaque semaine. Quitte à peut-être, exemple, une semaine acheter des fraises du Québec, C'est ça. une semaine acheter des fraises de la Californie, qu'est-ce qu'il faut voir dans ça? C'est que Pas tout acheter québécois nécessairement non plus. pas nécessairement, il faut acheter dans les bons temps. Oui. Tu comprends? Il y a aussi des choix à faire dans la vie. Là. Je me dis, si tout le monde investissait plus dans l'agriculture québécoise de par l'achat de produits locaux, Oui. nécessairement que les producteurs québécois vont pouvoir faire un peu plus de profit. Puis on se cachera pas que ces profits-là, ils vont les prendre normalement pour réinvestir dans leurs exploitations. Donc, s'ils réinvestissent, souvent, c'est pour acheter de la meilleure machinerie, agrandir un peu. Donc, si tu leur donnes cette chance-là, nécessairement que tranquillement, ils vont pouvoir peut-être sortir plus de volume, être plus compétitifs, puis abaisser leur prix. Faut voir ça comme ça. C'est un investissement-là qui, sur le long terme, va faire profiter l'agriculture québécoise. C'est comme ça qu'il faut voir ça. C'est vrai, c'est vrai. Moi, si je parle de mon expérience avec ça, moi, j'ai grandi sur une ferme avec mon grand-père. Oui. Il y avait une ferme. Il y a eu beaucoup d'animaux et tout. Donc, moi, j'ai mangé du bon lapin. T'sais, il élevait ses propres lapins. Il y avait des pintades, des cailles, des pigeons voyageurs. Il était surtout dans la volaille, c'est ça? Ben oui, exactement. Il y a eu au-dessus de 250 espèces d'animaux différents dans toute sa vie. C'est vraiment bien. Là. C'est il y a même eu des faisans. Des faisans? C'est beau, ça, là. C'est vraiment c'est beau. Avec la grande Oui, cuillère. oui, ben oui. Fait il y a eu toutes sortes de choses, mais le fait d'élever sa propre nourriture, ben on sauve aussi beaucoup en coûts. Fait que, lui, c'était vraiment personnel. Là. Il le vendait pas. Là. Mais on a bien mangé toute notre enfance avec ça. T'sais. Chez papy, il y avait son lapin, puis c'était mamie qui le cuisinait. Moi, j'aimais pas ça, donner le petit coup sur la tête. Ouais, c'est sûr. Ça, c'est un petit peu rough, l'heure de l'abattage, c'est autre chose. À un moment donné, il faut ce qu'il faut. Hein. Mais tu sais, moi, je pense qu'aujourd'hui, tu sais, on a un petit terrain, avoir 2-3 poules, c'est pas si compliqué que ça. Ouais, en ville, en fonction des villes, il faut que tu demandes. Il y a des fois un permis à avoir. Je sais qu'à Québec, je connais des gens qui ont des poules à Québec. Je pense que c'est 4 poules qui ont le droit, je pense. Mais tu sais, 2-3 poules, 4-5 lapins, un petit jardin de salade, de tomates. Je pense que présentement, le coût de la nourriture arrête pas d'augmenter. Oui. Donc, si on vient indépendant, si on est capable de cultiver nos propres choses, d'être autosuffisant, on va sauver énormément d'argent. Aussi, dans ça, c'est pas juste le fait d'être autosuffisant, c'est la fierté que tu sors de ça. Absolument. Puis une chose que je pourrais pousser encore plus loin, je pourrais faire un petit lien vite sur le gaspillage alimentaire. Ah, ça, c'est épouvantable. Quand tu produis ta nourriture toi-même, je peux te dire que t'en gaspilles pas de bouffe. Parce que tu mets l'effort, tu la travailles. Exactement. Quand tu es capable de produire toi-même ta nourriture ou que tu achètes de producteurs locaux que tu connais, t'es comme... Ça va te faire plus mal au cœur de gaspiller un produit que tu as acheté. Tu connais la personne qui a donné l'effort pour produire ça. Ouais. Donc, je pense qu'en plus de pouvoir permettre une certaine indépendance alimentaire du Québec, ça peut, je pense, aussi permettre à un certain niveau de diminuer le gaspillage alimentaire. Donc, si tu diminues le gaspillage alimentaire, puis qu'en même temps, tu encourages l'indépendance alimentaire du Québec, nécessairement, tout le monde est gagnant du point de vue de la quantité de nourriture disponible pour tous. Puis, il y a aussi une question de goût. Là, moi, quand je vais chez ma...
mère, je l'ai bugué, Il n'y a pas de trop, mon homme, pas de stress. Tu sais, elle cultive tout, elle cultive ses cocombes, ses tomates. Parfait, Fait que le goût de la salade qu'elle fait vient tout de son jardin. Tu sais, c'est wow, là. Elle fait même sa propre vinaigrette, tout ça. Fait que moi, j'ai grandi dans une famille qu'on mangeait vraiment bien, qu'on mangeait bio. Fait que, bio? Ouais. C'est pas pire, ça. Fait que, tu sais, mes parents m'ont toujours incité à bien manger, que c'est important, des bons aliments. Fait que manger, c'est un investissement pour son corps. Oh, nécessairement. Pour sa santé, c'est autant un investissement important. pour son corps, sa santé, l'environnement puis la société. Je pourrais t'apporter deux autres points de l'avantage de produire ses propres aliments ou d'aller en acheter chez des producteurs locaux que tu sais comment ils produisent. C'est ça. De un. Exemple, là, tu prends de la laitue ou des fraises ou n'importe quoi. Tu as plusieurs variétés. Puis chacune des variétés a ses particularités autant du point de vue du goût, de la valeur nutritionnelle. Donc, quand tu es capable de cultiver toi-même, exemple, tes légumes, ou que tu sais qu'est-ce que les producteurs locaux produisent, tu es capable même d'aller choisir, exemple, une variété à ton goût. Oui. Donc là, il y a un plaisir supplémentaire qui vient du fait de manger parce que tu gardes, moi, j'aime, exemple, cette telle variété de laitue-là, je vais produire elle parce que c'est elle que j'aime. C'est ça. Puis si on pousse encore plus loin, on se cachera pas que depuis quand même un certain nombre d'années, on entend parler des résidus de pesticides sur les aliments et tout. Je vous cacherai pas que aux États-Unis, les normes pour ce qui est des règlements sur les produits phytosanitaires. Quand je parle de produits phytosanitaires, je parle de tout ce qui est les pesticides, herbicides, fongicides, insecticides. Les normes qu'ils ont là-bas, c'est pas les mêmes qu'ici. Donc, on se cachera pas que eux autres n'auront peut-être pas nécessairement les mêmes restrictions sur quel exemple molécules chimiques ils vont être utilisées pour être épandus au champ. C'est sûr qu'il va y avoir certains tests sur les résidus de pesticides qu'il va avoir sur les aliments importés au Québec et au Canada. Mais ça reste que au Québec, je sais pertinemment, puis je vous le dis, que les normes sont plus serrées que là-bas. C'est sûr que c'est pas tous les États américains. Il y a des ici, États... avec la MAPAC et toutes les conditions qu'on doit respecter, c'est un peu fou aussi. Là. Oh, il faut vraiment respecter. Il y a certains exemples insecticides ou herbicides qu'on n'a plus le droit d'utiliser au Québec, ou si certains sont utilisés, c'est vraiment dans des cas extrêmes. Donc, en choisissant des aliments québécois, on a aussi un meilleur contrôle sur qu'est-ce qu'on mange. Sur, exemple, les résidus de pesticides qu'il pourrait avoir, mais aussi sur les pratiques agricoles aussi. Le gouvernement, le ministère de l'Agriculture met sur pied beaucoup de subventions pour que les agriculteurs québécois pratiquent une meilleure agriculture. Donc, lorsque les producteurs québécois vont mettre en place de ces techniques agricoles-là, bien, s'ils sont capables facilement de vendre des produits qui sont issus de ces techniques agricoles-là, que ce soit, exemple, la conservation des sols, exemple, moins labourer les champs, mettre des cultures de couverture, bien, le choix d'acheter des aliments québécois va aussi être bénéfique pour notre environnement, pour la santé du sol, la qualité de l'air, la qualité de l'eau. C'est pas juste un investissement pour nous, c'est un investissement pour tout. C'est l'ensemble, c'est tout interrelié. Mais tu penses pas que si les lois qui englobent l'alimentation au Québec seraient moins rigides que ça l'aide, que si, admettons, ça coûte... Téléphone, excusez, ça arrive des fois que le téléphone sonne, ça arrive, là. Ça devrait arrêter. OK, c'est bon. Mais vas-y, continue. Dans le fond, tu penses pas que s'il y aurait trop de lois en lien... S'il y aurait moins de lois, exemple les permis, les choses comme ça que les agriculteurs doivent payer, que les prix seraient moins chers. OK. Je vais te dire, dans l'ensemble de toutes les lois et les règlements qui existent, je te cacherai pas qu'il y en a qui sont là juste pour faire chier. Je vais le dire de terme direct. Il y en a qui sont là vraiment pour faire chier, puis quand bout de ligne, t'es comme, ça sert à quoi?
T'as d'autres lois qui sont là vraiment parce qu'il y a des gens dans le passé qui ont vraiment ambitionné puis qui ont utilisé soit certains produits phytosanitaires ou certaines pratiques agricoles qui portaient vraiment du tort soit au sol ou soit aux gens dans l'environnement immédiat des fermes. Donc oui, il y a certaines lois qui sont là, qui à première vue paraissent être là pour mettre des bâtons dans les roues des producteurs, mais sont pas là pour rien. Mais moi, de la manière que je vois ça, c'est que il pourrait avoir peut-être un certain assouplissement dans certaines lois ou certains règlements, mais il y a d'autres lois ou règlements qui pourraient être mis en place, je pourrais plus dire certaines initiatives qui devraient être mises en place pour vraiment aider les producteurs à continuer. Parce que on se cachera pas que les producteurs agricoles, le gouvernement ben bon dire exemple, on va investir 1 million dans l'agriculture durable et tout. Mais pour avoir accès à cet argent-là, c'est tellement un chiard. C'est tellement dur, c'est tellement de paperasse pour avoir accès à cet argent-là que souvent, on lâche prise, on dit de la merde, on va s'arranger. Au Québec, on est bon pour faire la maudite bureaucratie. C'est épouvantable. Oui, donc de rendre plus facile, exemple, l'accès aux subventions pour les producteurs agricoles, ça pourrait déjà donner une grosse chance. Pour aussi avoir un certain appui. Oui, je comprends que dans les dernières années, il y a plus de pubs sur l'agriculture du Québec, oui, mais les producteurs, on a besoin de plus que ça. Oui, il y a bien beau avoir plein de pubs, mais si les gens s'investissent pas plus que ça, ça donnera rien. Puis si je veux continuer plus loin sur l'indépendance alimentaire du Québec, il y a plusieurs personnes qui me poseraient la question puis qui me diraient « Hey, c'est possible d'atteindre l'indépendance alimentaire au Québec? » Moi, j'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé cette question, puis même que je me suis... Est-ce que c'est possible? C'est possible, oui, mais il y aurait un plan à mettre en place. Mais tu sais, il y a une part à faire. Chaque citoyen a sa part à faire dans ça. Là. Mais aussi, il y a quand même... Je pense que le ministère de l'Agriculture a quand même du chemin à faire. Puis le chemin n'est pas nécessairement juste du côté des investissements. C'est aussi une question de choix. On aurait le droit de bloquer certains produits qui ne rentrent pas au pays aussi, là. Non? Oui, ça pourrait se faire, mais ça passe pas par là. Parce qu'avec la mondialisation des marchés et le traité de libre-échange nord-américain, on n'a pas le droit de faire ça. Mais je pense que pour vous faire comprendre cette situation-là, je vais vous expliquer une situation simple qui, en l'approfondissant, en dit long. Exemple, là, je te demanderais quelle est la culture la plus produite au Québec. Fais juste penser quand tu te promènes sur l'autoroute, le maïs, j'ai tendance que c'est l'éthanol en partie. Ben, faut se dire qu'au Québec, 50% des terres cultivées, c'est pour cultiver du maïs et du soya. Puis dans une moindre partie, un petit peu de céréales aussi. Puis l'autre moitié, c'est pour produire des fourrages, donc du foin pour les ruminants, que ce soit les vaches à lait, les bovins de boucherie. Ça, les parties qui sont en prairie, j'ai rien contre pour ça, parce que pour la santé des sols, la culture de prairie, ça n'en prend. Mais prenons l'autre 50% qui est en grain. Exemple, le maïs qui est cultivé, sais-tu à quoi il sert? À l'éthanol, dans le fond? L'éthanol, c'est une petite partie. C'est pas une énorme partie. La majeure partie de ce grain-là est utilisée pour l'alimentation animale ou juste pour tout simplement vendre sur les marchés. Ouais, non, sur les marchés, exemple, pour que ça aille aux États-Unis. Ou canette, là, comme là. Du maïs en Non. C'est du maïs grain. Là, je parle pas du maïs sucré. Du maïs grain pour les animaux, dans le fond. Oui, dans le pourcentage de maïs qui se produit au Québec, le maïs sucré représente à peine 1%. Du maïs. Donc, le restant du maïs produit, c'est tout pour l'alimentation animale, c'est même pas pour l'alimentation humaine. Donc, des fois, quand on entend parler de désert alimentaire, des fois, là,
Ta preuve est drette, là. C'est pour nourrir les animaux qui vont être dans nos cheeseburgers. J'ai au rien McDo, là. contre les productions animales. Je soutiens les productions animales et je crois qu'ils vont toujours avoir leur place. Sauf que la problématique, faudrait trouver un équilibre entre, exemple, les superficies cultivées pour l'alimentation humaine et les superficies cultivées pour l'alimentation animale. Ouais, parce que là, de ce que je comprends, ça n'a aucun sens. Non, c'est ça. Puis un exemple que je pourrais te donner, c'est que pourquoi que tant de producteurs agricoles vont, exemple, produire des grains pour l'alimentation animale, c'est que c'est un revenu garanti. Parce que quand, exemple, tu produis du grain, tu peux vendre ton grain à la bourse. Donc, le maïs puis le soya, eux, tu peux les vendre à la bourse de Chicago. Donc, selon la bourse, selon le marché, le prix varie. Puis tu peux, exemple, vendre tant de tonnes de maïs à tel prix. Donc, tu es sûr d'avoir un revenu garanti en bout de ligne. C'est sûr qu'il faut que tu livres la quantité de grains pour laquelle tu as signé ton contrat. Mais les agriculteurs aiment ça parce qu'ils sont sûrs d'avoir un revenu en bout de ligne. Tandis que si tu fais du maraîcher, t'as aucun contrat de signé. T'es à la merci des grandes chaînes d'alimentation qui, eux, peuvent changer le prix pour les aliments qu'ils donnent n'importe quand. Donc, si, exemple, tu t'attends, exemple, je peux avoir tant de piastres pour, exemple, ta pomme de salade, mais que, disons, que la Californie ont eu un surplus de production de laitue puis qu'ils baissent leur prix, ben les Walmart puis tout de ce monde vont dire, ben regarde, moi, je suis capable de m'approvisionner en laitue de la Californie à tel prix. Donc, pourquoi que je paierais plus pour toi? Donc, les producteurs sont comme, ben garde, je vais vendre ça, ce prix-là, j'ai pas le choix, sinon il reste pris avec. Donc, il y a beaucoup de producteurs maraîchers, surtout pendant le temps de la COVID, que le prix des intrants ont augmenté, qui ont complètement délaissé la production maraîchère qui profitait pour le peuple québécois, puis qui ont juste tout simplement décidé de faire de la grande culture, produire du maïs puis du soya pour l'alimentation animale parce que ça leur évitait beaucoup de stress puis étaient sûrs d'avoir un revenu garanti. On rappelle aux spectateurs présentement, hein, Jordan nous parle de ça, on est chanceux, il travaille dans ça, c'est son domaine, c'est un professionnel. En fait, je suis agriculteur, puis je suis agronome aussi. J'ai fini mes études d'agronomie il n'y a pas longtemps, puis je vais passer mon exemple de l'ordre des agronomes à l'automne, donc on s'entend que j'ai quand même une certaine connaissance du sujet. C'est sûr que j'ai mes propres opinions. Mais t'es quand même tu vas donner tranquillement pas vite une sommité dans ce domaine-là. C'est pas ça que je m'attends à devenir, je me dis. Non, mais t'as déjà passé à TVA en plus. Oui, TVA, oui, j'avais passé en fait, juste pour vous mettre dans le bain rapidement. Nous, à la faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation, de l'Université de Laval. À chaque année, on fait un gros salon qu'on appelle ça le Salon de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation. En fait, on est tous les étudiants qui veulent bien sûr s'impliquer, qu'on se met en équipe, puis on fait des kiosques qui parlent des différentes productions, que ce soit productions animales ou productions végétales ou de plein d'autres affaires reliées à l'agriculture. Puis c'est ouvert à monsieur, madame, tout le monde qui veulent en apprendre sur l'agriculture. Puis à ce salon-là, à un moment donné, il y a un journaliste de TVA Nouvelles qui est venu faire un tour. Puis il est venu me voir. Moi, j'étais le premier kiosque au bar en rentrant. Puis il est venu me voir, puis il m'a dit... serais-tu capable de me parler d'autonomie alimentaire? J'ai dit, bien sûr, je peux te parler de ça sans aucun problème. Puis moi, je lui... À date, je parle pas bien dans cet épisode-là parce que c'est ton sujet. Je lui ai donné l'exemple du blé d'alimentation humaine. Parce qu'au Québec, il se produit pas énormément de blé, mais le blé qui se produit, la majorité, c'est du blé pour l'alimentation animale. Puis, les chefs disent que pour l'ensemble de toutes les minoteries au Québec qui produisent du pain. Oui. On est en podcast, on peut pas, là. Vous couperez ça au pire, là, désolé, là. Ouais, c'est comme pas le temps, là. Mais... il n'y a pas de trouble, là. C'est ça. Donc, en fait, que l'ensemble des boulangeries au Québec et des minoteries, ça, les minoteries, c'est comme des moulins qui produisent de la farine, consomment 300 000 tonnes de farine de blé. Puis,
y a environ seulement 50 000 tonnes de cette farine de blé-là qui est produite au Québec. Donc, j'y ai dit oui, l'autonomie alimentaire, nous sommes capables de l'atteindre, mais il faut juste faire des choix dans les cultures que nous faisons. Nous avons le climat pour produire du blé. C'est sûr que l'Ouest canadien, d'où est-ce que la majorité de notre blé provient, a un climat meilleur que l'autre, mais on est quand même capable de produire du blé d'alimentation au Québec, puis on a la superficie pour. Il faut juste faire un choix. Puis, quand tantôt je te parlais qu'il y avait un peu un plan à mettre en place, là, c'est vraiment à mon humble opinion. Je crois que le plan d'autonomie alimentaire devrait se séparer en 3 parties. Les 3 parties seraient séparées en fonction du type d'aliments. La première partie serait des aliments que le Québec, on est facilement capable de produire. Donc, tout ce qui est les viandes, que ce soit le bœuf, le porc, le poulet, les œufs, le lait, ça, le Québec, on est amplement autosuffisant, il n'y a aucun problème. Donc, ça, il n'y aurait pas tellement d'efforts à mettre dans ça parce qu'on est déjà capable. Donc, on continue comme ça. C'est quoi notre plus grande force, admettons, pour l'alimentation humaine au Québec? Production animale, de loin. Oh, ouais, t'es sérieux? De loin. Ben, regarde, au Canada, exemple, le Québec est le premier producteur laitier, si je ne me trompe pas, mais on est très, très près de l'Ontario. Peut-être que l'Ontario est un peu plus, je ne me rappelle plus des chiffres. Producteur de porc, on est le plus grand. Producteur de poulet, on est, là, je pense, le 2e après l'Ontario. Producteur d'œufs, on se démarque très bien. Donc, côté des produits provenant des animaux, on n'a aucun problème. Là, si maintenant je vais, exemple, à la 2e catégorie d'aliments, je pourrais parler des aliments de conservation. Je parle, exemple, pommes de terre, choux, carottes et tous les autres produits végétaux qui ont quand même un temps de préservation assez long. Le Québec, on s'en tire assez bien. On s'entend, exemple, que ce soit je pourrais prendre la pomme de terre, par exemple. Le Québec est quand même autosuffisant, pas si pire, que ce soit autant la pomme de terre de table que la pomme de terre de transformation. Mais encore là, il y a quand même certaines lacunes, il y a certaines périodes de l'année que peut-être qu'il y en a moins, ou qu'encore une fois, que les produits provenant de la Californie viennent en fait concurrencer nos produits québécois. Donc c'est sûr que peut-être que le ministère de l'Agriculture pourrait peut-être mettre certains incitatifs en place pour que monsieur, madame, tout le monde priorise plus d'acheter ces produits-là québécois. Mais ça, on en a déjà parlé tantôt. Ça, c'est quand même un autre combat. Mais de ces produits-là, le Québec pourrait quand même n'en produire. Là, je commence à bégayer. Là, ça accroche un peu. Là. Mais ça reste que le Québec pourrait quand même n'en produire plus un peu de tous ces types de produits-là. Donc, il pourrait avoir certains incitatifs du ministère de l'Agriculture pour inciter les agriculteurs québécois à en produire plus. Mais je crois que notre grand défi provient surtout de la 3e catégorie d'aliments, qui provient des aliments périssables et qui sont produits surtout sur une courte période au Québec. Prenons un exemple, laitue, je pourrais dire laitue, épinards, puis tu sais là, tous les aliments périssables que nous ne pouvons pas garder sur une longue période de temps. Parce que ça se conserve pas. C'est ça. Ou encore, prenons les aliments exotiques, tout ce qui est, je sais pas, orange, banane, kiwi. Ça, dans ça, c'est sûr qu'il va y avoir un gros travail à faire. Là, on sait que de plus en plus de serres qui poussent partout. Exemple, tu prends les serres Savoura, tu prends anciennement laitue Mirabelle, c'est rendu, je pense... je me rappelle plus du nom par cœur. Donc, on sait que le gouvernement investit beaucoup dans les serres. Ça, c'est déjà une bonne chose. Mais il y a encore un bon investissement à faire dans ça. Parce qu'il ne faut pas nécessairement que ça soit toutes les grosses fermes qui aient le monopole de ce marché-là. Il faut que n'importe quelle ferme puisse avoir
accès Les à fruits ce type de tropicaux, ça production-là. serait cool qu'on soit capable d'en faire, mais ça, Fruits c'est un petit peu tropicaux. c'est un petit peu plus dur, là. Mais... Ça, c'est sûr que c'est une autre game. C'est la mangue, les bananes, les ananas, Oui, cette affaire-là, là, mais ça serait cool. Un exemple que je pourrais te donner, il existe du kiwi rustique. Ah ouais? C'est des variétés de kiwi, c'est petit. Oui, comme j'en ai ça. déjà vu Oui. à l'épicerie. Oui. Puis ça, des kiwis comme ça, c'est adapté au climat québécois. Donc c'est sûr que si on veut, exemple, éviter d'être dépendant des pays chauds pour pouvoir manger des kiwis, c'est sûr qu'il y aurait une filière de production de kiwis québécois qui pourrait se développer. Donc pour chacun des produits plus exotiques comme ça, ou qu'on est vraiment dépendant des autres pays, il y a quelque chose à faire. Mais encore une fois, exemple qu'on prend les bananes puis les agrumes, je ne pense pas qu'on va être capable d'en produire un jour au Québec. C'est sûr que pour certains produits précis, le Québec ne sera jamais indépendant. Mais je crois qu'il faut revenir à un principe de base qui est de manger les aliments de saison. Oui, Je effectivement. dis pas qu'il faut s'empêcher de manger. Ça, c'est vrai, parce que les aliments de saison, si on les mange pas, on les perd. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça qui est super important. Puis, tu sais, quand c'est le temps des oranges de Floride, ben manger des oranges de Floride, non, admettons. C'est ça, oui. T'sais, mais nous autres, quand on a de la salade, des tomates, des concombres, faites-vous des salades, mangez ça. T'sais. Et voilà, c'est ça. Donc, Je ne comprends pas ce principe-là. s'empêcher de manger, exemple, des bananes, des oranges, puis tout. Mais si on dit, garde, peut-être un peu diminuer la consommation de ces produits-là, peut-être plus, exemple, miser sur des pommes du Québec, tous les petits fruits Ouais. du Québec. Maintenant, on a de la fraise de serre, tout ça. Puis, au pire, que les gens, l'été, fassent des réserves de petits fruits du Ouais, absolument. Québec, les fassent geler, puis cuisinent avec. Tu comprends? Donc, je pense qu'il y a un choix à faire sur ça. Puis, il y en a des gens qui me disent « Oh, peut-être c'est sûr qu'un jour qu'on pourrait produire des agrumes au Québec puis des bananes au Québec. » C'est pas juste d'être indépendant du point de vue alimentaire. C'est aussi regarder, est-ce que ça en vaut le coup pour certains aliments? Est-ce que ça vaudrait le coup de chauffer des serres à des chaleurs tropicales pour produire des bananes au Québec? Quand on sait que du point de vue énergétique, c'est pas viable du point de vue environnemental. Puis aussi, je veux même pas savoir le prix que ces bananes-là vaudraient quand tu es capable d'avoir des bananes chez Maxi ou n'importe quelle place à 69 cents la livre. Donc, pour répondre à la question globale de est-ce que le Québec peut devenir indépendant du point de vue alimentaire? Oui, mais à certaines conditions, puis pour certains aliments, puis il va falloir que, oui, bien sûr, que le gouvernement mette des incitatifs et un plan en place pour les producteurs agricoles, mais il faut que monsieur, madame, tout le monde embarque dans ça, puis ça, c'est un travail de société. C'est vraiment pour que tout le monde se mette ensemble, parce que quand je reviens à ce que j'ai dit au début, que l'agriculture, c'est à la base d'une société. Quand quelque chose est à la base d'une société, nécessairement, il faut que tout le monde... Faut que tout le monde mette la main à la pâte, ben oui. Ben oui, exactement ça. Exactement ça. Écoute, c'était un autre bel épisode, hein, Jordan, c'est cool. Ben, je pense On était dans ton sujet, là. Oui, je comprends qu'à cet épisode-là, que j'ai peut-être plus parlé, oui. Ben, c'est normal, parce que moi, c'est pas mon expertise. Oui, mais garde, t'as quand même apporté ton grain de sel de personnes qui se connaissent moins dans le domaine agroalimentaire, mais qui ont quand même vécu à une certaine échelle un peu l'autonomie alimentaire. Puis avec l'achat de ma nouvelle maison, ben, je vais me faire un jardin, je vais essayer de... Puis si t'as besoin de conseils, tu me le diras, ça va me faire plaisir. Puis je crois que l'épisode d'aujourd'hui, j'espère avoir un peu répondu aux questions des gens à propos de l'autonomie alimentaire, puis un peu de la réalité du domaine agricole québécois. Puis le domaine agricole québécois a beaucoup de changements à faire, autant du point de vue des initiatives qui vont être mises en place, des choix de culture qu'on va avoir à faire, mais aussi de l'adaptation au changement climatique aussi. Ah oui, c'est super important. Donc ça, je pense que c'est vraiment un autre sujet
peut-être un jour, si on veut peut-être parler des changements climatiques. Ben oui, ça va être ou un important. peu du climat sur la Terre. Il y a quelque chose qu'on pourrait faire avec ça. Puis là, je pourrais peut-être en rembarquer sur autre chose. Mais... On va essayer d'en parler avant que les pôles s'inversent puis que ce soit trop tard. Hein? Ouais. Merci de votre écoute. Merci à vous, merci à vous. Encore une fois, merci à TF Productions d'être Gros merci. avec nous. Puis moi, une chose que je pourrais ajouter, on s'entend que du sujet qu'on a parlé, Ouais. j'ai l'impression que ça va susciter quand même plusieurs commentaires peut-être. Oui, on aimerait ça même. Donc, que ça suscite s'il y a beaucoup de des gens commentaires. qui ont des commentaires, gênez-vous pas, puis peut-être qu'on en fera un épisode, soit qu'on fera une suite, ou peut-être qu'on fera juste un melting pot de plusieurs commentaires qu'on a eus sur Des divers feedbacks, épisodes. des C'est affaires ça, de même. ouais. On Ça- veut du feedback, on veut C'est des ça, oui, commentaires, des exactement. questions. Oui. Allez-y, on est là pour ça. C'est grâce à vous qu'on fait des épisodes. Fait que si on peut construire un contenu avec ce que vous pensez, ça pourrait être vraiment cool. Fait que tu sais, c'est un podcast sur le bégaiement. Donc, c'est vraiment vague parce qu'on bégaye en tout temps, à temps plein. Et voilà, oui. Tu sais, on peut jaser de n'importe quoi, mais on bégaye. Et voilà, puis garde, les gens nous prennent comme ça. Puis je pense que de par les sujets qu'on parle, on est capable de prouver aux gens que malgré notre bégaiement, qu'on est capable d'avoir une conversation qui a du sens à peu près à n'importe quel sujet. Là. Ouais. Fait que si vous êtes bègue puis que vous voulez travailler dans le public, gênez-vous pas. Vous êtes capable, vous êtes beau, vous êtes bon, vous êtes unique. Puis les filles, ils trouvent ça cute. Ouais, ça nous apporte un petit charme, puis on le redira jamais assez. S'il y en a qui veulent venir participer au podcast avec nous, gênez-vous pas, on vous attend. On vous attend. Merci Merci. de votre écoute. Salut. Bye.